Le JC Mines, une de ses missions, c'est de financer des projets pour l'acquisition de connaissances sur le milieu marin en lien avec les éoliennes en mer. Et donc actuellement, le JC Mines finance un certain nombre de projets. En 2023, il y a eu des lauréats au premier appel à projet. Le projet Fish of Emin qui va être présenté aujourd'hui. Le projet Nectonine aussi également présenté aujourd'hui, mais aussi le projet Mourif de l'Université de Nantes qui vise à installer des récifs artificiels et faire un suivi en mer. Le projet Wild Drone Pixie qui vise à réaliser des suivis environnementaux par drone au-dessus des parcs éoliens. Et le projet Orlac EMR qui, lui, vise à installer des sacs de laitiers d'Acérie, qui sont des coproduits de la métallurgie, pour les utiliser en recyclage dans les zones de parcs éoliens comme l'Est de Câble. Et donc, ce sera présenté une autre fois aussi. Alors, ces projets qui ont été lauréats en 2023 ont été suivis par une seconde batterie de projets en 2024. Donc, le projet Mabimove qui vise à se faire des suivis dans les parcs éoliens assistés par un drone équipé avec les instruments de mesure nécessaires. Le projet Eurotrait qui vise à compléter des traits biologiques des espèces benthiques, notamment sur le site du parc Yonne-Moutier, en lien avec les données récoltées par les bureaux d'études qui ont réalisé le suivi environnemental du parc. Le projet PAM-CECLAS qui vise à créer une base de données de signaux acoustiques de cétacés pour permettre le développement d'un outil d'identification automatique des mammifères marins. Et puis enfin, le projet Redfish qui vise à faire l'état cartographique de l'évolution de l'ensemble des contraintes à l'exercice de la pêche pour observer la cohabitation entre la pêche et l'éolien en mer. Donc tous ces projets qui sont financés par la JC Mines vous seront présentés dans le cadre de ces webinaires qu'on a intitulés Giscovery. Et donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire Giscovery. On envisage un pas de temps d'à peu près un mois. On verra si c'est possible de le tenir. Et si Franck Scoof est présent, je lui aurais laissé la parole, mais il ne l'est peut-être pas. Donc, bah, écoutez, je vais laisser Lydie commencer peut-être la présentation et puis les gens vont se connecter au fur et à mesure et puis je laisserai Franck Scoof clôturer la réunion euh, à 18h30 au plus tard. Voilà, merci de m'avoir écouté. Puis je vous laisse présenter vous-même les. Voilà, merci. Tu as ton. Ouais, Ouais, avec le nickel. micro ouvert, c'est mieux. Vous voyez le plein écran? Oui, très bien, merci. Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous. Lydie Couturier, donc je suis chercheuse à France Énergie Marine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de recherche pour la transition énergétique qui est dédié principalement, on va dire, à l'éolien en mer. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Fish-Off et plus particulièrement des actions Fish-Off et Mines qu'on a pu faire dans le parc de Yonne-Moutier. Donc le projet Fish-Off, et même je vais même parler de Fish-Off plus un petit peu, c'est un projet qui regroupe, Fish-Off regroupait plus de 17 partenaires, dont le JC Mines, en rattaché par la société Mines, et puis Fish-Off Plus, on est à 20 partenaires pour ces projets-là. Donc le projet Fish-Off était un projet de 3 ans, donc a démarré en 2021 et s'est clôturé fin 2024. Et l'objectif, c'était vraiment de développer, proposer des stratégies de suivi qui vont être pertinentes pour identifier et évaluer les effets des parcs éoliens en mer et leur raccordement sur les peuplements de poissons et les grands crustacés. Donc notre objectif premier, c'était pas d'évaluer les effets, mais vraiment de proposer des stratégies qui peuvent le permettre sur des suivis plus longs. Donc ce projet-là, c'est articulé autour de 3 grandes questions. Donc la première, est-ce que la télémétrie acoustique est un outil approprié pour suivre le comportement des poissons et crustacés au sein de parcs éoliens en mer et permettre la détection d'effets? Comment les espèces à fort enjeu de conservation et ou commercial fréquentent les parcs éoliens en mer et leur raccordement? Et quel est le degré de connectivité entre différents parcs et entre les habitats au sein des parcs et en dehors des parcs en fonction du temps?
Donc là, c'est l'articulation générale du projet FISHOF, dans lequel le volet FISHOF et mine s'est inséré. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la télémétrie acoustique, mais en fait, c'est une méthode qu'on a mis en place dans le cadre de FISHOF sur différentes échelles spatiales, donc qui en fait sont regroupées dans les lots 2, 3 et 4, donc avec un suivi à l'échelle très fine, un suivi à une échelle plutôt parc, et puis suivi à échelle régionale. Et on avait aussi un lot 5 où là, on sait que la télémétrie acoustique ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, on avait une étude pilote sur regarder la complémentarité des différentes méthodologies type ADN environnemental, éco-sondage et suivi halieutique, comment ces méthodes se complémentent. Et c'est un petit peu ce que Marine et sa collègue vont présenter après d'ailleurs, parce qu'au final, on a indirectement travaillé ensemble là-dessus. Donc c'est assez complémentaire la présentation, c'est pas mal. Parce que moi, du coup, je vais vraiment me focaliser sur la télémétrie acoustique pour ce volet-là. Donc on a intervenu dans différents parcs éoliens. Donc deux parcs éoliens en Manche, donc le parc éolien de Cavados et Saint-Brieuc. Et puis mon petit logo il s'est décalé, mais les parcs éoliens de Saint-Nazaire et Dieu-Noirmoutier. On a aussi pu suivre des bouées qui étaient placées dans les fermes pilotes en Méditerranée, dans 2 fermes pilotes, grâce à des collaborations, notamment avec Écocéan et l'Ifremer Marbec. Et puis on a aussi bénéficié de réseaux régionaux de récepteurs déployés par les partenaires, dont typiquement le réseau Fichintel. Je vous montrerai une petite carte tout à l'heure, dont côté français, Ifremer et France Énergie Marine ont contribué au déploiement de l'infrastructure. Et puis le réseau ConnectMed et ResMed en Méditerranée, qui là est piloté plutôt par l'Ifremer pour le golfe du Lion et l'Université de Perpignan pour la partie française de la côte est, enfin perpignanaise, on va dire. Voilà. Et dans le cas de ce projet, on s'est surtout intéressé à des espèces électrosensibles avec différentes stratégies de mobilité. Donc, on était surtout sur des raies et des requins, mais aussi des grands crustacés et des homards. Et ça nous concerne particulièrement pour le volet émine. Donc, qu'est-ce que la télémétrie acoustique pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler? C'est un principe assez simple pour suivre les animaux dans leur milieu naturel. On a ça se constitue en deux parties. Pardon. On a un récepteur qui est en fait un hydrophone spécialisé qui écoute à une certaine fréquence et qu'on va placer sur les sites sur lesquels on a envie de suivre, de connaître si les animaux sont présents. On va équiper les animaux, eux, d'une marque acoustique. Donc, c'est une marque qui émet un signal unique à un intervalle prédéfini. Voilà, de façon continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie dans la marque. Donc, on a des marques qui peuvent durer jusqu'à 10-15 ans, selon la taille. Et donc, quand l'animal marqué avec cet émetteur passe dans le champ de détection d'un des récepteurs, le récepteur va détecter la marque, la décoder et enregistrer le signal acoustique et enregistrer l'information. Donc, chaque marque a un signal unique, donc un identifiant unique. Et donc, nous, on récupère le récepteur et ensuite, on a l'information sur quel individu était présent, à quelle heure et date. Voilà. Et donc, on a un champ de détection d'à peu près de 500 mètres pour les récepteurs. À quoi ça ressemble en image? On est sur, ça ressemble plutôt à ça. Donc, on les appelle les mignons entre nous. Donc, le récepteur, il est placé ici. On le voit et qui dépasse, intégrant dans une bouée et une boîte pour mettre le boot et puis des gueuses pour, du lest pour le tenir au fond. Donc en fait, si ça dépasse pas plus de 1,50 m du fond, pour récupérer le système, en fait, il y a un système de largage acoustique où on vient avec le bateau, on a un hydrophone à bord et on va aller signaler au récepteur, mais vraiment le récepteur spécifique remonte, enfin, largue-toi, en gros, on lui envoie un message. Et le récepteur, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, va recevoir le signal. Il est en fait vissé dans cette boîte où il y a le boot. Et bien, il y a un moteur qui va faire que ça se dévisse. Et la bouée et le récepteur vont remonter à la surface. Cette bouée et ce récepteur sont reliés par un boot qui était dans cette fameuse boîte noire avec le reste du mouillage. Et donc ça nous permet de tout ramener à bord, de remettre le système, enfin récupérer les données, remettre le système en place et le redéployer directement ce jour-là.
Pour le marquage des animaux, donc on a deux méthodes. Donc le marquage externe qu'on a plutôt fait pour les raies et les grands crustacés, où voilà, on attache les marques ici avec des disques de Peterson. Enfin, ça fait encore une grosse boucle d'oreille sur l'aile de la raie. Et puis ici, sur les homards, on va coller avec de la colle époxy le tag et puis des informations si l'animal est repêché. Là, c'est une petite vidéo juste pour montrer la relâche d'une raie, là, dans ce cas-là, dans le parc éolien de Saint-Nazaire, après marquage. On effectue aussi des marquages internes, donc là plutôt sur les requins et autres poissons. Donc là, c'est par chirurgie, avec une petite incision dans l'abdomen, le tag désinfecté bien sûr dans l'abdomen. On referme et l'animal repart avec cette marque. Donc l'avantage du marquage interne, c'est qu'on sait que la rétention est meilleure, moins de risque de fouling et de façon générale, ça embête un petit peu moins l'animal, bien qu'après il reste avec la marque à vie dans son ventre. Donc j'ai déjà parlé de où les différents sites où on travaille. Donc là, on va principalement dans cette présentation se focaliser sur les résultats de Yeux-Noirmoutier. Mais cependant, si vous êtes intéressé d'avoir une petite vision un peu plus globale de ce qu'on a fait dans le cadre de FishOff, on a donné un webinaire d'information nationale donc en français au mois de janvier et il est disponible sur la chaîne YouTube de France Énergie Marine. Et puis, on prévoit un deuxième webinaire, mais cette fois-ci en anglais pour toucher un peu plus à l'international, le 4 avril à 14 h. Donc voilà, on transférera les informations dès que possible. Maintenant, pour s'en centrer sur FishOff et mine, donc le volet EMIN est arrivé en 2023 dans le projet et s'est intégré dans les lots 3 et 4 de FishOff, donc dans les suivis à l'échelle des parcs et à l'échelle régionale pour la connectivité, où l'idée est de contribuer à développer des protocoles de suivi opérationnel et adaptés, notamment au parc EMIN en utilisant la télémétrie acoustique, suivre la fréquentation, l'utilisation des habitats des espèces qu'on a pu marquer dans le cadre de ce volet-là, et évaluer la connectivité entre les habitats internes et externes au parc et mines, et évaluer comment les comportements pourraient être influencés par différentes conditions environnementales. Donc pour ce volet-là, on a pu déployer en septembre 2023 6 récepteurs au sein du parc, après une concertation et des échanges avec le Corepam et Nicolas principalement, et puis les équipes de Marine Coordination sur ce qui était le plus pertinent pour un suivi plutôt long terme. Donc, ce qui a été sélectionné, c'est plutôt des épaves ou des zones où il y a des bouées ou des zones où il y a eu des bouées, mais on ne savait pas que la bouée n'était plus là, mais voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce point-là. On a pu faire 2 maintenances, donc une en février où tous les récepteurs ont été récupérés, et une autre en juillet 2024 où on a 3 récepteurs. Donc en fait là ici on voit, je ne vais pas trop expliquer, mais la carte du parc éolien avec les étoiles qui représentent là où les récepteurs ont été déployés. Et puis là où il y a les croix rouges, en fait c'est des récepteurs qu'on n'a pas pu récupérer, qui ne sont pas remontés et qu'on n'a pas vu au sonar. Donc c'était problématique. Mais du coup, aujourd'hui, on a pu redéployer un récepteur qu'on avait en stock. Donc aujourd'hui, le suivi se fait sur 4 récepteurs. Donc voilà, donc on espère que les récepteurs sont encore là, que c'est juste un problème, on va dire, électronique et qui nous permettrait d'aller déjà vérifier si on arrive à pouvoir faire un relevé sonar multifaisceau, de voir s'ils sont bien encore là. Et puis éventuellement, on ne sait pas quand ce sera possible ou comment, mais d'aller les récupérer à un moment pour récupérer ces données. Voilà. Après, je suis une éternelle optimiste, donc voilà. J'espère qu'on les récupérera. Mais ça arrive, on a eu des soucis sur d'autres parcs où il y a eu, notamment en baie de Seine, où on a plusieurs récepteurs, mais qui sont fait embarquer par des dragues de coquilles donc, qui ont disparu. Ça peut arriver, les interactions. Mais en général, on se fait appeler si ça remonte jusqu'au bateau, les pêcheurs nous rappellent. Donc, c'est possible qu'ils se soient juste fait décaler et du coup, ils ne répondent plus à nos appels. Voilà, donc c'est problématique, mais ça fait partie malheureusement des aléas de cette méthodologie. Et donc, on avait prévu une relève normalement
en janvier, enfin c'était à la fin de l'année, entre novembre et février, mais bon, la météo n'a pas été très clémente. Donc là, la relève, elle est prévue la semaine prochaine normalement. Donc on espère qu'on aura des données intéressantes. Dans le cadre du projet, donc on a ciblé, dans le cadre du premier volet fiche à féminin, de marquer des homards. Donc on a pu marquer 20 homards en août 2023 et 19 homards en juillet 2024 suite à la prolongation de la collaboration. On a 2 homards qui se sont promenés, qui ont été recapturés par des pêcheurs. Donc un au sud-ouest, le pêcheur nous a appelé, il nous a dit qu'il avait pêché au sud-ouest de Belle-Île et qu'il l'avait relâché dans la rade de Lorient. Donc le homard a été capturé et relâché dans le parc, dans la zone du parc de Lieu-Nord-Moutier, et a quand même été pêché jusque là-haut. Et puis l'année suivante, on a eu aussi des homards qui ont été recapturés, un au nord-ouest du parc en août. Mais voilà, mais après je vais vous montrer, c'est un petit résultat un peu intéressant. Une des petits problèmes qu'on a eu, donc pour travailler avec les homards, c'est ce qui était le plus simple et pour être assez réactif, c'est de pouvoir acheter les homards aux pêcheurs. Donc en fait, on s'accorde avec le pêcheur, on lui demande quand est-ce que vous pouvez déjà pêcher des homards. Donc il y a une période bien précise et typiquement jusqu'à mi-août ça va, mais après mi-août c'est plus possible. Donc c'est pour ça, souvent on était un petit peu à la limite de la date de pêche. Et on leur demande d'essayer de capturer les homards le plus proche de nos positions ou dans le parc. Mais nous, on n'est pas à bord sur le bateau pour vérifier. Ensuite, le pêcheur nous ramène, il nous dit combien de homards il a pu pêcher. Il les ramène à la criée, les met dans les viviers à la criée. Et puis nous, on arrive le jour même ou le lendemain, on marque les homards et on se met d'accord avec le pêcheur pour la relâche en lui donnant les points où sont nos récepteurs à minima qui puissent les relâcher là. Parce qu'on ne sait pas exactement qui a été capturé où, donc c'est un peu compliqué. Sauf que voilà, typiquement, la première session s'est bien passée. Les homards ont été relâchés sur au moins 3 ou 4 récepteurs. Et la deuxième session, on s'est rendu compte que le pêcheur a relâché tous les homards au même endroit. Ça peut poser problème dans le sens où il est possible que les homards ne restent pas là où ils sont relâchés. En fait, ils vont retourner là où ils ont été capturés. Donc, ça s'appelle le homing behavior. Et si cette zone de capture elle est loin des récepteurs, en fait, on n'a plus de nouvelles de ces homards. Donc voilà, là, un petit retour d'expérience. Déjà, le marquage a été tardif pour les 2 sessions où ça s'est passé en août et juillet. Et on nous a vraiment recommandé de plutôt venir en mai-juin. Après, c'était un concours de circonstances en termes de... C'était surtout à cause de l'administratif qu'on n'a pas pu marquer avant. Donc, on a fait ce qu'on a pu et ça a quand même fonctionné. Voilà, on n'a pas de données de capture précises. Donc, la solution serait peut-être d'aller à bord du bateau et demander aux pêcheurs de pêcher là où on a envie. Mais là, on ne parle plus du même budget, du coup, en termes d'affrètement, etc. Mais c'est une solution à discuter si on veut continuer à marquer de homards. Ou peut-être travailler avec un pêcheur de confiance qui comprend bien les enjeux de ce qu'on veut faire. Donc maintenant, pour les résultats. Les principaux résultats. Donc là, je vous ai mis en fait des résultats qu'on a aussi, de Saint-Nazaire aussi, parce qu'on a marqué des homards de la même façon sur le site. Donc ici, en fait, ce qu'on observe, donc chaque ligne ici est un individu qui a été marqué au cours du temps. Donc ici, on est entre, je crois que c'est août 2022 et août 2023. Et puis, on voit des points, en fait. Chaque point représente une détection. Donc là, on a une série de points, donc on voit une ligne. Donc, c'est des détections continues. Et puis, la couleur, elle correspond à un récepteur. Et en fait, cette couleur, on peut la matcher avec la carte ici. Donc, typiquement, les homards, ici à Saint-Nazaire, en orange, détectés sur le récepteur orange. En fait, ça correspond à la donnée au cercle orange ici. Donc là, on peut voir que à Saint-Nazaire, ce qu'on a observé, c'est qu'on relâchait nos homards. Certains restaient là où ils avaient été relâchés à un moment. Et puis après, à partir de octobre-novembre, on ne voit plus personne. Ce qui coïncide un petit peu avec ce que les pêcheurs nous disent, c'est que de toute façon, la pêche s'arrête en fin août. Et puis ensuite, ils pensent que les homards partent et puis reviennent à l'été, au printemps. Et pareil, la deuxième session de marquage à Saint-Nazaire, là, on a eu beaucoup moins de détection. Et c'est pareil, on a eu le même souci, c'est que tous les homards ont été relâchés au même endroit au niveau de la zone
nord du parc. Et pour Yeux-Noirmoutier, donc là, c'est tous les homards qui ont pu être détectés. Donc, vous verrez que la capture et le marquage ont eu lieu avant la mise à l'eau des récepteurs. Et c'est pareil, c'est pour des raisons administratives, on n'a pas pu déployer nos récepteurs en même temps. Et c'est surtout que les homards, on était obligé de les marquer mi-août au plus tard, parce qu'après, les pêcheurs n'y allaient plus, donc on n'aurait pas pu avoir d'individus. Mais cependant, même s'il y a eu un petit mois entre le relâche et le déploiement des récepteurs, on a eu plusieurs individus qui étaient encore détectés. Donc là, ici, c'est la zone verte, donc c'est plutôt central ici. Donc on a plusieurs individus, mais pareil, on se rend compte que octobre-novembre, après, il n'y a plus de nouvelles de plus personne. Sauf cette ligne-là, l'individu numéro 27, mais là, on pense que ou l'animal a perdu son tag, ou il est mort à côté du récepteur. Donc, du coup, on a une détection continue. Voilà, donc c'est pas forcément... Je l'ai mis là juste pour montrer un petit peu, mais c'est pas forcément quelque chose à prendre en compte. Et ce qui était hyper intéressant de voir, c'est qu'on avait un individu qu'on a relâché. Donc là, on a les petits losanges. Donc, je pense qu'il a été relâché. Voilà, il a été relâché ici. Et il a été détecté 3 semaines plus tard dans le parc éolien de Saint-Nazaire. Donc là, on a une première indication de mouvement d'individus entre les différentes zones. Une autre donnée intéressante qu'on a pu observer sur les récepteurs de Yeux-Noirmoutier, c'est dans le cadre de Fischoff, on a pu marquer en 2022 2 émissoles tachetés qui ont été détectés dans la zone. Ensuite, plus de nouvelles du tout jusqu'à un an plus tard pour un individu qui est revenu dans la zone de Saint-Nazaire et qui a ensuite été détecté, voilà, il n'y a même pas un mois entre les deux, dans le parc de Yeux-Noirmoutier et qui s'est promené. Donc on a là une autre indication de mouvement entre les parcs d'individus. Et on espère en avoir plus à la prochaine relève. Sachant que on a vraiment marqué que 2 émissoles en tout à Saint-Nazaire. Donc on a eu 50% de succès sur la recapture et bien, on verra dans les années à suivre. En termes de valorisation Fischoff, donc là on est vraiment sur le projet Fischoff qui est fini. Donc il y a eu beaucoup de valorisation, on a essayé de faire de la documentation un maximum. On avait fait une petite affiche mais qui arrivait plutôt en fin de projet du parc qui va être mise à jour d'ailleurs pour distribuer aux pêcheurs et signaler où sont les récepteurs pour limiter le risque d'interaction. De se faire récupérer les récepteurs par la pêche, ou si au moins ils les récupèrent, ils savent ce qu'il faut faire. On a des newsletters qui sont sortis, dont une 3e là qui va bientôt sortir, et voilà, il y a notamment les petits mouvements de nos animaux qu'on vient de voir, là, des homards et des missoles. Et puis il y a eu aussi un article scientifique, donc là on est plutôt sur le parc éolien de Saint-Nazaire, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de valoriser un maximum ce que l'on fait scientifiquement, aussi dans la communauté scientifique. Et maintenant, je vais essayer d'être rapide en parlant de Fischoff+, qui est la suite du projet Fischoff. Donc là où on a démontré que l'intérêt de la télémétrie acoustique pour les suivis, de l'utilisation de l'habitat et des mouvements des animaux. Et là, en fait, dans le cas de Fischoff+, on va plus se focaliser sur utiliser la télémétrie acoustique pour répondre à des questions précises, à des effets précis. Donc, par exemple, pendant les activités de construction, comment les animaux occupent les habitats existants. Dans un parc en exploitation, est-ce qu'il y a des structures qui semblent attirer plus les animaux que d'autres? Donc, par exemple, la sous-station versus une monopile. Et puis, des questions de mouvement et de connectivité. Est-ce qu'on peut, avec la télémétrie acoustique et de la modélisation du deep learning, on peut modéliser des zones, modéliser où les animaux sont quand ils ne sont pas détectés? Quand on a d'autres données aussi d'entrée, donc typiquement l'IFREMER va apporter des données de télémétrie autres qui leur ont permis de modéliser les trajectoires, améliorer ces modèles avec la télémétrie acoustique et ensuite faire des modèles sur les zones fonctionnelles des animaux et voir la probabilité de chevauchement avec les zones de développement éolien. Donc ça s'articule en 7 lots. Un lot qui est vraiment sur le transfert des connaissances avec les parties prenantes. Un lot très opérationnel où c'est le déploiement, le suivi des poissons dans différents parcs éoliens. Un lot centré sur les comportements des poissons électrosensibles autour de sous-systèmes qui émettent des champs électromagnétiques. Un lot, voilà, juste mieux comprendre le rôle écologique des parcs éoliens en mer, donc notamment le chevauchement potentiel de zones fonctionnelles et de développement éolien en mer. Et puis on a 2 lots qui sont vraiment tournés vers à contribuer nos efforts à l'échelle européenne et répondre à ces questions
aussi à l'échelle européenne. Et aussi pouvoir suivre nos animaux en dehors de nos frontières, parce que c'est ce que ces deux lots permettent. Et là, dans le cas de Fish of Pluche, on rajoute 2 sites éoliens. Donc, on aura le parc de Dieppe-le-Tréport qui sera suivi, et puis le parc de Provence-Grand Large en Méditerranée. Je ne vais pas trop rentrer, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Emine, cette suite de projets? Donc, ça veut dire qu'on va renforcer le suivi en télémétrie acoustique. Donc là, on a pu discuter avec le Corampem et Emine, enfin Nicolas, de comment on pourrait redistribuer optimiser le suivi au sein du parc. Donc ce qu'on a décidé, c'est de renforcer le suivi autour d'un habitat existant, donc d'une épave, et d'une future monopile, donc voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici pendant la phase de construction. Un suivi autour de la zone de la sous-station, un peu plus affiné, et puis essayer d'avoir des récepteurs un peu éparpillés dans le parc qui représentent en fait différents types d'habitats. Donc ici, j'ai mis une petite carte pour vous montrer donc les différentes couleurs. On est rouge, on est sur de la roche, jusqu'au orange, on est sable gravier. Donc on a aussi essayé d'aller poser des récepteurs sur des zones qui est par exemple le sable gravier, où on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait plus de roussettes ou de raies ou autre, et voir un petit peu comment ça se passe au sein du parc. Et puis on va aussi marquer plus d'espèces. Donc là, on s'était focalisé sur les homards. On va probablement continuer les homards, mais on va aussi aller cibler des espèces qui sont susceptibles de s'agréger peut-être autour de zones, surtout autour des épaves. On va peut-être renforcer le marquage d'espèces d'élasmobranches pour essayer de mieux comprendre, continuer ce qu'on a déjà fait dans le cadre de Saint-Nazaire, et puis voir aussi un peu la connectivité entre les deux parcs. Voilà. La stratégie, c'est que vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va pêcher, dans quelle quantité, on a une liste d'espèces. Donc, je peux vous la montrer. Une liste d'espèces probables. Et en fonction de ce qu'on pêche, si on se rend compte qu'il y a une espèce qu'on a en abondance suffisante, qui peut nous, scientifiquement représentative, enfin assez représentative pour émettre des conclusions, donc on va renforcer le marquage sur cette espèce. Donc par exemple, si on pêche je pense à des pagres qui sont pêchés régulièrement dans la zone, on va vraiment renforcer, on va marquer minimum 10-15 individus de pagres dans la zone. Mais on ne marquera pas, par exemple, de lieu jaune, parce qu'il n'y en a pas, et voilà. Donc la stratégie, c'est vraiment de ne pas se limiter, mais une fois qu'on a identifié après les premières sessions en mer, quelles espèces sont les plus prometteuses pour ces suivis, de se centrer sur celles-ci. Voilà, donc quelques innovations du projet, juste pour résumer un petit peu. Donc déjà, c'est un projet, comme vous avez vu, je n'ai pas forcément décrit tous les partenaires, mais avec divers utilisateurs et parties prenantes qui sont impliqués, directement ou indirectement. Typiquement, le Corepem n'est pas un partenaire dans le consortium Fish of Plus, mais est un partenaire à part entière, parce qu'on a beaucoup d'échanges et il nous facilite beaucoup les choses. Et donc l'idée, c'est aussi de co-construire des feuilles de route sur comment on maintient ce type de suivi à plus long terme, parce que c'est vraiment l'intérêt de la télémétrie acoustique. On s'inscrit dans une infrastructure aussi à grande échelle, grâce au réseau européen, enfin juste même les réseaux français, mais au réseau européen. Et on peut suivre différents parcs éoliens de façon simultanée. Et ça à l'échelle de la France et de l'Europe. Des protocoles innovants pour mieux comprendre comment les espèces se comportent autour de zones, enfin de sous-systèmes évitant des champs électromagnétiques, en étudiant des individus dans leur milieu naturel en âge libre. Donc voilà, grâce à la télémétrie acoustique et de la modélisation. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond pour prédire les mouvements des poissons et améliorer les stratégies de suivi. Et l'extension des suivis des espèces à l'échelle européenne. Enfin, ça, c'est au travers des lots qui sont vraiment à échelle européenne, via une infrastructure partagée, des initiatives collaboratives. Et puis, on a aussi pour ambition, dans un des lots, de contribuer à la première brique vers un jumeau numérique sur les suivis des animaux marins pour l'Atlantique Nord-Est. Donc, en fait, faire un modèle qui nous permettrait de simuler des trajectoires des animaux. C'est très ambitieux, c'est très intéressant. On verra ce que ça donne, parce que c'est pas très simple. Voilà. Et
Voilà, donc juste, c'était vraiment pour visualiser. En fait, Fish of Plus s'inscrit vraiment dans un réseau de projets qui permettent d'avoir vraiment ces suivis qui ne sont pas juste centrés sur un site, mais ça nous permet de suivre nos animaux sur plusieurs zones et dont des zones hors parc éolien. Pas trop rentrer dans les détails, mais je vous invite vraiment à aller voir le webinaire si vous voulez savoir où est-ce c'est quoi ces réseaux exactement. Ici, c'est juste pour montrer une carte de tous les récepteurs qui sont déployés en France, qui existent aujourd'hui au travers des différents projets qui sont listés ici, mais aussi en Angleterre. Et puis ici, c'est l'European Tracking Network. Donc en fait, c'est une plateforme qui centralise tous les projets de télémétrie acoustique européens où les chercheurs ils peuvent déposer leurs données, partager des données, ce qui permet de suivre nos animaux en dehors de nos propres réseaux. Et vous pouvez voir que le réseau est quand même commence à bien se développer. Donc quand on a des espèces migratrices, c'est quand même hyper intéressant de contribuer à ce type de réseau. Voilà pour moi. Pour Fish Off. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, voilà, je remercie aussi tout le monde qui participe à ce projet parce que c'est un gros projet et il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde derrière. Merci Lydie, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vois que dans le chat, Xavier Mettet, donc de France Nature Environnement Pays de la Loire, a proposé un commentaire. Il indique: le suivi à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est est très intéressant. Nous en avons besoin pour mieux connaître la biodiversité marine et, si possible, les impacts des activités humaines. Voilà. Donc plus un constat qu'une question. Est-ce que la présentation de Lydie amène quelques questions parmi les participants? Ah, Cédric Bachet. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous le souhaitez, pour être. Oui, bonjour, je ne sais pas Ouais. si vous m'entendez. Très bien. Ouais, Bonjour. merci beaucoup pour votre exposé. Donc, je suis Cédric Bacher à l'IFREMER. Je suis pas sûr d'avoir bien compris s'il est possible de reconstituer les trajectoires d'individus et avec quelle précision spatiale et combien de récepteurs il faut en fait pour arriver à bien cartographier la distribution des individus qui sont marqués. Alors, j'ai pas donné trop de détails. En fait, dans le cadre du lot 5, où on veut essayer de modéliser ces trajectoires des individus à large échelle, hein, échelle régionale. Après, on peut regarder des déplacements entre, en effet, les différents réseaux. Mais là, en fait, l'idée, c'est de combiner des données collectées avec des marques archives. Donc là, c'est en fait, dans ce lot-là, notamment, c'est l'IFREMER qui va piloter les travaux, Mathieu Wallace à l'IFREMER. Avec des données de marques archives. Donc les marques archives, en fait, c'est des marques qu'on déploie aussi sur les animaux, mais qui vont enregistrer température, profondeur, DST et salinité, je crois. Et ça permet de modéliser, grâce aux données océanographiques qu'on obtient, de modéliser à peu près où est le poisson. Mais sauf qu'on n'est pas, il y a quand même une marge d'erreur assez grande. Et en fait, il y a pas mal de poissons, là, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Fish Intel, où l'IFREMER et France Énergie Marine étaient partenaires, où l'IFREMER a fait du double marquage, DST et télémétrie acoustique. Et lorsque ce poisson il est détecté sur le réseau de télémétrie acoustique, ça permet de corriger ce modèle de trajectoire qui est issu des données juste de DST et de rectifier un petit peu les mouvements. En fait, par exemple, avec un DST, ça va lisser, traverser la Manche, mais en fait, le poisson était détecté le long des côtes, donc ça va aider à corriger ce modèle-là. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser ces données existantes, d'utiliser le deep learning et l'IA pour essayer de créer un genre de prototype de modèle. Si on n'a que des données sur une espèce, on a déjà pas mal de données passées, dont du tracking en marque archive, est-ce qu'on peut avoir un modèle qui nous permettrait, juste avec des données télémétrie acoustique, d'estimer où sont ces poissons quand ils ne sont pas dans le réseau, en se basant sur de l'apprentissage en fait du passé, quoi. En gros. Enfin, je ne suis pas la meilleure pour en parler, pour en discuter avec Mathieu, et dans notre équipe, on a 2-3 personnes qui sont spécialistes là-dedans. Mais bon, j'espère que c'est assez clair. Et après, oui, un maximum de récepteurs, parce que les récepteurs, hein, chaque récepteur a une capacité de détection d'environ 500 mètres, donc ça reste quand même assez limité. En fait, on choisit nos sites, et puis on ne peut pas aller partout où on veut non plus, parce qu'il y a beaucoup de coactivité
mettent l'équipement à risque. Et voilà, si on retrouve pas le récepteur, on n'a pas les données. Ok, merci. Et y a-t-il d'autres questions suite à Monsieur Bachet de l'Ifremer? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une en attendant. Il dit, selon toi, quel est le niveau de maturité de ce type de suivi? Quels efforts reste-t-il à faire et est-ce souhaitable que ça rentre dans un cadre plus réglementaire pour le suivi des parcs éoliens ou ça doit rester un petit peu en parallèle ou en complément d'autres types de suivi? Voilà. Pour rester dans la thématique en lien avec la suite. Voilà. Bon, après, il y a, alors pour donner des exemples, ce type de suivi en Australie et en Afrique du Sud, d'infrastructures de télémétrie acoustique, ça existe depuis 15 ans. Plus de 15 ans. Alors après, il n'y a pas le contexte éolien là-dedans, mais en fait, ça a permis de suivre surtout les mouvements des espèces. Puis après, quand on veut vraiment connaître ce qui se passe à l'échelle d'un habitat, on rajoute un petit projet qui permet de suivre un habitat spécifique, mais on rentre dans un grand réseau. Et le réseau, lui, il est maintenu, mais en tout cas en Australie, par des fonds gouvernement pérennes. Donc, il y a toujours un réseau minimum. Donc l'activité, enfin la méthode, elle existe depuis quand même sacrément longtemps. Enfin, on va dire, elle a bien 20-30 ans, même plus. Elle a bien démontré son intérêt. On a pour suivre, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes qui va nous permettre de suivre de façon continue des habitats, de suivre des animaux dans leur milieu naturel en liberté. Il y a vraiment, et sur les coûts, par exemple, on peut faire de la télémétrie satellite sur certaines espèces, et encore faut-il s'assurer qu'à un moment le tag rejoigne la surface pour récupérer les données. Mais ça reste extrêmement coûteux. Et puis comment dire, le taux de succès reste assez bas. Après, dans les parcs éoliens, est-ce qu'il faut... Alors moi, j'ai envie de dire, oui, il faudrait pouvoir pérenniser ça. L'intérêt de la télémétrie acoustique, c'est d'avoir un réseau assez large et que ce soit mis sur le long terme. Parce qu'il n'y a que comme ça vraiment qu'on va apprendre. Et puis, il faut pouvoir marquer des animaux régulièrement pour remonter les mortalités ou les animaux qui sortent complètement du réseau, qui traversent des océans, etc. Et c'est les deux choses qui vont permettre de vraiment comprendre ce qui se passe. Et dans les parcs éoliens, si on veut comprendre comment l'utilisation de l'habitat est modifiée par certaines activités, ou si ça attire ou si ça ou pas, il faut vraiment faut que ce type de suivi soit mis sur le long terme, voir la durée de vie du projet pour vraiment en tirer les conclusions, à mon avis. Et est-ce que ça doit rentrer dans les suivis réglementaires? Je ne sais pas, moi, j'ai pas envie de me mouiller là-dedans. Ouais, j'allais peut-être un peu loin dans ma question. Mais... Est-ce que vous avez été approché dans le cadre de FISH-OFF, France Énergie Marine, par l'État Justement, l'État est une des cibles qu'on a du mal à atteindre. Donc ça fait partie des objectifs de FISH-OFF+, c'est de faire connaître la méthode et de montrer l'intérêt à l'échelle de l'État. Parce que pour le moment, toutes les autres parties prenantes du secteur, que ce soit scientifique, comité des pêches, même pêcheurs, les développeurs, tout le monde fait partie du projet en fait. Et il manque juste l'État. Ok. Bon, on a le temps pour encore une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un d'autre ou Cédric voudrait reprendre la parole peut-être? D'autres questions? Je veux bien reprendre la parole. Allez, allons-y. C'est par rapport aux effets, c'est-à-dire que je comprends bien qu'on arrive à cartographier, à situer les habitats préférentiels, au moins des individus qui ont été suivis. Et dans quelle mesure ça permet d'identifier s'il y a un effet du parc éolien sur la distribution des individus? Alors là, c'est peut-être pas ces effets-là précis que la télémétrie acoustique va permettre de répondre. C'est peut-être plus si on parle de distribution, de peuplement, là, ce sera Marine qui sera plus à même de répondre. Mais la télémétrie va permettre, par exemple, de répondre à la question
Nous, ce qu'on va regarder, c'est comment autour de... J'ai peut-être une petite figure, j'avais mis en slide caché. Je vais juste essayer de la tout la mettre. On peut faire des suivis précis du type regarder les mouvements à très fine échelle. Est-ce que vous allez voir ça? Non, il veut pas. Tchouk. On peut imaginer qu'il y a un effet récif, par exemple, je pense au homard. Donc, mais pour cela, il faudra arriver à cartographier, à le localiser très précisément à proximité C'est des ça. mares. En fait, c'est ce que permet de faire la télémétrie acoustique. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais en fait, si on place des récepteurs sur une zone très fine, enfin sur une zone, une échelle d'étude assez restreinte. Donc ici, par exemple, les points bleus sont les récepteurs, ils seront à peu près 150 mètres les uns des autres. Et en fait, ils ont une capacité de détection qui se chevauche. Et quand notre animal vient dans cette zone d'étude, son tag va émettre un signal, et ce signal va être détecté par 3 récepteurs en même temps, 3 ou 4. Et en fait, avec un principe, c'est de la trilatération. On va dire c'est un peu comme la triangulation. On est capable de recalculer où était le poisson quand ce signal a été émis. Et en fait, typiquement, ici, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire dans le cadre de Fish-Off. C'était une étude pilote pour voir si ça marchait en milieu ouvert. Et on a pu reconstruire les positions de l'animal dans notre site d'étude. Et vu que le tag émettait toutes les 30 secondes, on a une position toutes les 30 secondes à peu près, toutes les 30 secondes à 1 minute. Donc ça nous fait reconstruire des trajectoires. Et à partir de ces trajectoires, après, on applique des modèles type Hidden Markov-Step qui permettent d'identifier différents états. Donc en fonction de la vitesse de nage entre 2 points, de l'angle que prend le poisson, on va pouvoir identifier différents états, on appelle ça. Donc un état où on est plutôt en transit, où le poisson a l'air de plutôt faire une ligne droite, un état où il a l'air de rester au même endroit, donc on dit actif, et puis un troisième état, par exemple, où il est posé et il ne bouge plus. Et après, nous, on l'interprète en comportement. Donc localement actif, on va dire, là, on est probablement en train de se nourrir. Et en fait, c'est ça qu'on veut mettre en place pour pas mal de zones. Donc, sur certains sites, on met des suivis ultra fins en place où on a plus de 12 récepteurs autour d'une structure pour regarder un petit peu justement ces mouvements à fine échelle. Dans le cadre des mines, on va placer 4 récepteurs autour de la sous-station et 3 autour de l'épave. Et ça devrait nous permettre de faire un peu de fine échelle. Pas aussi précis que ça, parce que là, il faut au moins 12 récepteurs à chaque fois autour et c'est compliqué aussi à mettre en place, mais ça peut nous permettre déjà de savoir est-ce que l'animal est autour de l'épave ou est-ce qu'il est plutôt dans le périphérie. Pareil autour de la sous-station, est-ce que le poisson reste autour sous la sous-station ou est-ce qu'il est plutôt passage en périphérie. Et là, on peut avoir une information et après dire il a l'air d'être passé un certain temps sous la sous-station, donc on peut peut-être interpréter ça qu'il doit y trouver son compte dans cette zone-là. Et après, il faudrait compléter ça avec des données type biomarqueurs trophiques aussi, faire des études qui vraiment permettraient de conclure sur le fait que oui, ils se nourrissent bien là, donc on pense qu'il y a un vrai effet récif sur cette zone-là. Ouais, j'espère. Oui, très bien, merci. Ça, effectivement, j'avais assisté à la soutenance de thèse de Pierre Labourgade. Je pense que il en a parlé à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Très bien. Merci. Alors, il y a une question de Xavier Mété dans le chat. Sinon, c'est possible de prendre la parole pour la redire à l'oral. Ce sera peut-être plus interactif. Ouais, alors je vais le faire rapidement si tout le monde m'entend. Je me posais la question, quand on voit tous les projets de connexion électrique en Atlantique, je pense à Gila porté par Iflink porté par les Anglais et d'autres portés par les Allemands, est-ce que les résultats de vos travaux se seraient partagés avec ces porteurs de projets, notamment s'il y a des choses intéressantes autour du comportement, autour des câbles électriques? Voilà. L'idée, oui, nous, c'est que on essaie voué à la publication scientifique quoi qu'il arrive. Et ensuite, oui, il y a un consortium, mais dans le cadre de Fish-Off Plus, nos résultats, à partir du moment où on peut les sortir parce qu'on sait,
ce qu'on présente. Typiquement, là, ces résultats-là, on fait attention à de les montrer aussi parce qu'on a un individu, mais parfois, on a déjà eu des amalgames où les gens ont dit « Ah oui, mais là, on voit que l'arrêt, elle a l'air d'être plus autour du câble. » Mais là, surtout, on vient en arrière, on dit « Attendez, ça, c'était pas du tout objectif de regarder l'effet du câble. L'objectif, c'était de montrer que ça marche. » On a un seul individu. En effet, il y a un comportement particulier, mais ça reste un individu sur toute une population. On peut pas en tirer des conclusions, en tout cas sur les effets des champs électromagnétiques. Mais oui, bien sûr, l'idée, de toute façon, typiquement RTE, il y a beaucoup de développeurs et d'industriels qui sont partenaires du projet, donc eux ont accès à ces résultats-là. Et ensuite, l'idée, oui, c'est de diffuser, ce sera diffusé dans avec l'accord du consortium, bien sûr, hein, mais c'est la perspective de Fish of Plus, c'est de contribuer à l'amélioration des connaissances. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, a priori, on va pouvoir remercier Lydie. Ah, si, Philippe Pierucci. Vos expériences ont été faites sur des raies et des homards uniquement. Alors non, non, dans le cadre de Fish Off, il y a des requins qui ont été marqués aussi, donc des petites roussettes, émissoles tachetées. Non, mammifères, non. Par contre, on est vraiment focalisé sur les poissons. Et il faut savoir, côté Ifremer, ils ont marqué, dans le cadre de Fish Intel, des barres, des lieux jaunes. Et puis, on est aussi à l'échelle européenne dans plusieurs projets. Donc, il y a des thons rouges, beaucoup d'autres espèces qui ont été marquées. Et après, la télémétrie acoustique sur les mammifères, là, on m'en a parlé plusieurs fois. C'est moins mon domaine, parce que le satellite marche assez bien sur ces animaux qui remontent à la surface, donc on peut avoir des bonnes positions. Mais là, c'est moins mon domaine. Mais je sais que typiquement pour les tortues, il y a des choses qui sont en train de discuter pour voir si on peut, par exemple, pour voir si on peut les suivre par télémétrie acoustique aussi. En plus peut-être d'un suivi satellite, mais voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes les questions. Merci Lydie. N'hésite pas à rester si tu le peux encore un peu pour écouter ce que les collègues vont dire et peut-être poser des questions en lien avec le sujet. Je remercie d'avance Marine Delessal et sa collègue pour la suite et puis on enchaîne. Alors, est-ce que vous voyez bien bonjour à tous, est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, mais on voit la présentation PPT avec... Ah voilà, c'est bon. Tout bon? Merci. Ouais, Ok. ouais. Alors, moi, je ne vous vois plus, donc n'hésitez pas à intervenir s'il y a besoin. Donc déjà, merci Nicolas pour l'invitation au webinaire qui va nous permettre de faire un petit point d'avancement sur le projet Nectonine, donc qui est un projet piloté par Patrinat et qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet EMIN de 2023. Donc on va faire une présentation à deux voix avec ma collègue Lauriane qui a travaillé et qui travaille toujours d'ailleurs sur les données issues de la méthode de vidéo, enfin des BRUV, sur lesquelles on reviendra au cours de la présentation. Et puis moi-même, donc, qui travaille à la mise en œuvre de la surveillance dans le cadre des politiques publiques, et notamment de la directive 4 stratégique pour le milieu marin. Donc je vais rapidement rappeler quelques éléments de contexte en lien avec le projet. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du besoin d'acquisition de connaissances pour améliorer les connaissances sur les effets des EMR sur les peuplements de poissons récifaux et bentopélagiques, et également qui s'inscrit dans le développement d'une surveillance nationale pour les besoins des politiques publiques et notamment de la directive 4 stratégique pour le milieu marin. Donc dans ce cadre-là, on propose en fait des méthodes qui sont adaptées au suivi des peuplements de ces peuplements-là. Et donc, on cherche également donc, à collecter des métriques qui vont être potentiellement indicatrices du bon état écologique et donc qui vont avoir une certaine sensibilité aux pressions anthropiques, qui vont pouvoir répondre aux pressions anthropiques, qui vont permettre par la suite de qualifier l'atteinte ou pas du bon état écologique. Donc, l'idée, c'est également de suivre les différents peuplements de poissons dans différents milieux, notamment des zones anthropisées, et de caractériser l'état au regard de ces pressions. Et l'idée, ça va être également d'essayer de chercher à développer un réseau de surveillance qui s'inscrit dans le cadre de la DCSMM, mais également dans le cadre d'autres besoins de surveillance, donc ça peut être de la DHFF, mais également dans le cadre des besoins de gestion des aires marines protégées, ou encore là dans le cadre des besoins de surveillance liés aux EMR, et pourquoi pas inscrire ces suivis dans les besoins réglementaires si cela s'avère pertinent, en tout cas pour compléter les suivis existants. Donc,
Donc, j'ai évoqué les pressions. Donc, l'idée, c'est effectivement d'inclure les suivis EMR dans la stratégie de surveillance nationale. Bon, comme vous le savez, les EMR elles vont générer de potentiels impacts sur le milieu et donc également sur les différents peuplements de poissons et individus également. Donc, parmi les impacts, ça peut être effectivement des ajouts de substrats, de la perte de substrats naturels, du bruit, de la lumière, notamment en phase de construction des parcs, et également des modifications des usages qui vont être liées à la redistribution des efforts de pêche, s'il y avait de la pêche en tout cas dans ces secteurs-là. Donc, ces impacts-là, ils vont effectivement dépendre du type de parc sur lequel on est. Hein. Vous le savez, ça, vous le savez déjà. Si on est sur des infrastructures plutôt posées ou flottantes, et également si on est en phase de construction ou de fonctionnement ou au contraire de démantèlement. Donc les effets, ils peuvent ensuite être évalués à l'échelle de l'individu. Hein, c'est ce que nous a présenté Lydie avec la télémétrie qui est particulièrement adaptée au suivi de la distribution des mouvements des individus. Donc effectivement, ces effets sur l'individu vont être très variables en fonction des espèces et notamment de leur trait de vie. Donc selon s'ils sont, notamment par rapport à leur position dans la colonne d'eau, par rapport aussi à leur préférendum en termes de substrat. On va avoir également de la variabilité en fonction du stade de vie de l'espèce. Enfin voilà, il y a un ensemble de facteurs qui va générer des effets différents. Et on a également donc, des effets qui vont pouvoir être évalués plutôt à l'échelle du peuplement. Donc nous, dans le cadre de cette étude-là, on s'intéresse au peuplement de poissons récifaux et bateaux-pélagiques. Et donc ces résultats sur le peuplement, elles peuvent s'évaluer soit à l'échelle d'une éolienne, notamment en travaillant sur l'effet récif, donc l'effet agrégation temporaire lié à l'ajout de substrats artificiels, donc ici une éolienne, à l'échelle du parc. Donc là, l'échelle du parc, ce qui peut être analysé, c'est justement l'effet réserve, donc une augmentation de densité de poissons au sein du parc, avec par la suite un effet spillover éventuellement. Enfin, voilà le genre de choses qui peut être évalué en tout cas sur ces peuplements. Et ensuite, à une échelle régionale, lorsqu'on va travailler avec un réseau finalement de parcs éoliens. Donc nous, voilà, dans le cadre de l'étude, on s'est focalisé plutôt sur les impacts, enfin à développer des méthodes du moins qui travaillent plutôt à l'échelle, qui permettent de collecter des informations à l'échelle du peuplement et non pas à l'échelle des individus comme voilà, on s'est plutôt focalisé sur l'effet sur les peuplements de poissons récifaux et bateaux-pélagiques. Donc pour cela, on a proposé des méthodes qui permettent de collecter des métriques potentiellement indicatrices, qui vont réagir aux différentes pressions anthropiques qu'on peut détecter sur certains secteurs. Donc les différentes méthodes qui ont été ici déployées dans le cadre de ce suivi-là, c'est la vidéo stéréoscopique appâtée. Donc c'est une méthode qui est particulièrement adaptée dans des zones avec de faible visibilité et ou profonde, et donc là où par exemple la plongée serait compliquée à mettre en œuvre. C'est une méthode qui présente une bonne résolution spatio-temporelle et également qui permet de détecter des espèces rares et qui est également relativement facile à mettre en œuvre en termes logistiques en comparaison par exemple avec des suivis visuels en plongée. Par contre, le point négatif évidemment de cette méthode-là, c'est le temps d'analyse qui est très, très important. Et ces méthodes nous permettent de collecter des données, des métriques relatives à l'abondance, à la biomasse et au spectre de taille également des individus. La seconde méthode que nous avons déployée, c'est des prélèvements d'eau qui ont été ensuite analysés par métabarcoding sur ADNE. Donc c'est une méthode qui nous permet d'avoir une vision à peu près exhaustive des espèces en présence. Par contre, on n'est que sur de la présence-absence et on ne peut pas avoir de notion d'abondance à partir de cette méthode-là. Donc on est vraiment là sur deux méthodes complémentaires finalement qui ne vont pas apporter le même niveau de détail et d'information. Mais à partir de ces métriques, on va quand même pouvoir calculer donc des indices de diversité taxonomique, phylogénétique et fonctionnelle également. Et on a également intégré dans nos travaux les données de pêche expérimentale qui avaient été collectées dans le cadre des études d'impact par le bureau d'études CETEC. Donc l'idée là, c'était de comparer justement l'apport des méthodes traditionnellement utilisées dans le cadre des études d'impact au regard de nouvelles méthodes qui pourraient venir compléter finalement les inventaires et ces suivis-là. Voilà, donc les objectifs du projet, ils étaient de réaliser un état initial des peuplements de poissons bentopélagiques et récifaux, et donc de compléter finalement les suivis réalisés par pêche expérimentale. Il y avait également l'objectif de tester et d'optimiser la méthode BRUV, c'est la méthode par vidéo stéréoscopique appâtée, et voir également quel était son potentiel et ses apports au regard des méthodes ADNE et pêche.
Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Finalement, évaluer la complémentarité donc, des méthodes innovantes ADNE versus BRUV et pêche. Donc, voir finalement si sur du long terme, on a besoin de déployer que de la pêche scientifique, ou est-ce qu'il y a besoin de déployer également du BRUV, ou est-ce que l'ADNE peut également être un complément. Enfin, voilà, c'est vraiment chercher à savoir ce qu'apporte la méthode par rapport à une autre et en quoi ça peut être pertinent de la mettre en place sur du long terme en fonction du besoin qui est identifié. Donc ici, le besoin de suivre l'impact des EMR sur les peuplements de poissons bateaux pélagiques et récifaux. Et l'objectif également, c'est par la suite de pouvoir émettre des recommandations dans le cadre d'une mise en place d'une surveillance à l'échelle nationale qui soit mutualisée, donc en mutualisant les besoins de suivi EMR avec les besoins de suivi des politiques publiques. Donc voilà, avec tout cela évidemment comme objectif sur du long terme. Hein. Donc là, c'est un projet qui a été mis en œuvre en 2023 avec une seule campagne qui a été programmée. Mais l'idée, c'est évidemment sur du long terme de pouvoir structurer un réseau et donc à terme d'améliorer aussi les connaissances sur les effets des EMR sur ces peuplements de poissons. Pour la partie matériel méthode, donc on va vous présenter rapidement les 3 méthodes qui ont été déployées. Je vais laisser Lauriane commencer avec les BRUV. Oui, on continuera avec l'ADNE, c'est ça. Donc pour la partie méthode BRUV, caméra stéréo appâtée, donc il y a plusieurs étapes dans ce protocole. D'abord la conception des supports qui a eu lieu à la station marine de Dinard. Et avant de déployer ces supports sur le terrain, il y a une calibration qui doit être réalisée parce que ces supports stéréoscopiques permettent de faire des mesures, donc d'obtenir des tailles des poissons. Mais pour obtenir ces tailles, donc, il y a une étape de calibration nécessaire. Et enfin, donc après le terrain, il y a toute une partie traitement des données et notamment analyse des vidéos. Donc que je vais détailler. Donc à quoi ça ressemble un BRUV? Donc en fait un support stéréo, c'est un support donc en inox qui porte donc 2 caméras orientées de telle manière à avoir une vue stéréoscopique, donc comme on le voit juste à droite, donc caméra gauche et caméra droite. Et cette vue stéréoscopique permet a posteriori donc d'obtenir des mesures de taille des poissons à noter et compter. Et donc je reviendrai dessus juste après, mais donc on a eu 2 types de supports stéréo déployés, des supports benthiques, donc juste ici en A, et des supports pélagiques en B. Et donc comme je vous le disais, il y a une étape nécessaire avant le déploiement sur le terrain, c'est la calibration. En quoi ça consiste? C'est le tournage d'une courte séquence vidéo pour chaque support. Donc au total, nous, on avait 6 supports, 3 pélagiques et 3 benthiques. Ça fait 6 séquences vidéo de calibration à tourner. Et donc, ça consiste en le passage d'un cube de calibration dans 20 positions différentes devant ces caméras. Et sur ces cubes, on peut voir qu'il y a des petites cibles blanches qui sont donc espacées à des distances connues et qui sont reconnues sur le logiciel CAL, un logiciel développé par Sigis. Et donc, ces différentes positions des cibles blanches sont reconnues sur le logiciel et permettent de fournir un fichier de calibration après compatible avec le logiciel d'annotation des vidéos qui est IvetMeasure, également développé par Sigis. Et donc, cette étape de calibration, elle est réalisée avant la campagne de terrain, mais elle peut également être réalisée après afin de vérifier que la calibration est restée la même. Donc, durant cette campagne de terrain, donc nous avons déployé 3 supports pélagiques et 3 supports benthiques sur chaque site, chacun espacé de minimum 100 mètres. Donc l'appât utilisé, c'était de la sardine broyée, 800 grammes à peu près par support. Et donc ces supports, ils ont été immergés plus d'1 heure pour avoir au minimum 1 heure de vidéo de visionnage pour les analyses ensuite. Et donc, quand on parle de supports pélagiques, c'est-à-dire qu'ils ont été immergés entre 5 et 10 mètres de profondeur, et pour des supports benthiques, entre 10 et 25 mètres. Donc ensuite, une étape très importante dans cette méthode BRUV, c'est le traitement des vidéos, qui est une étape très chronophage et qui demande beaucoup de temps. Donc d'abord, la sélection des vidéos. Comment déterminer quelles vidéos sont exploitables ou non? Donc pour ça, on a déterminé 3 critères différents. D'abord, la durée de la vidéo, qui doit être de minimum 1 heure. Ensuite, l'orientation du dispositif doit être horizontale. Et la visibilité et l'éclairage doivent à minima permettre de voir l'appât, donc d'avoir une visibilité de minimum 1 mètre.
Donc vous voyez ici, je vous ai mis des images pour représenter des vidéos qui étaient inexploitables. Donc à gauche avec des mauvaises orientations, un support tourné vers la surface, un autre positionné verticalement, et des exemples également de trop mauvaise visibilité pour l'analyse des vidéos. Ensuite, pour les vidéos exploitables, donc il y a une étape d'annotation des vidéos pour compter les poissons sur ces vidéos et les identifier. Une des grandes difficultés, c'est qu'on est incapable de distinguer deux individus de la même espèce appartenant à la même catégorie de taille. C'est-à-dire qu'on a de forts risques de compter plusieurs fois le même individu quand on regarde une vidéo. Et donc c'est en ce sens qu'il y a une métrique qui a été développée, qui est largement utilisée dans la littérature, ce qui s'appelle le maxen, qui correspond au maximum d'individus comptés sur une frame, donc une image d'une vidéo, pour chaque espèce. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le maxen? Donc là, on a une bande vidéo d'1 heure qu'on regarde en entier, et pour chaque espèce, on compte les individus jusqu'à leur maximum. Ça permet de comptabiliser les espèces rares, c'est une métrique facile d'accès et à analyser. Et par contre, cette métrique elle présente des désavantages. On a une perte d'informations, étant donné qu'une fois le maxen atteint, on arrête d'annoter les poissons, donc on n'a pas d'abondance au cours du temps. Et donc finalement, nous, durant ce projet, on a plutôt opté pour le maxen par période, qui est une métrique qui demande un peu plus de temps d'analyse, mais qui apporte un complément d'information. Donc là, sur la bande vidéo qui fait toujours 1 heure, on a 6 périodes, de chacune 6 minutes, et sur chaque période, un maxen a été réalisé. Donc ça permet d'avoir une abondance au cours du temps, mais également de comptabiliser les espèces rares, étant donné que la totalité de la vidéo est visionnée. Un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est qu'on s'est posé la question de comment annoter nos vidéos de manière à ce que ces annotations soient potentiellement compatibles avec des entraînements d'algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance des poissons. Et donc, il apparaît qu'une des fonctionnalités du logiciel Event Measure, qui s'appelle Bones in Box, serait compatible. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est le fait d'encadrer chaque individu. Et donc enfin, concernant l'analyse des vidéos, des mesures de taille ont été effectuées sur des individus sur chaque maxen période. Mais étant donné que l'analyse vidéo prend un certain temps, une sélection des espèces à mesurer a été faite. Donc cette sélection a été faite en sélectionnant donc, des espèces au mode de vie divers. Donc on a sélectionné la vieille, le taco, la blénigue origine et le chanchard, donc qui ont des modes de vie démersales, benthiques et pélagiques. Concernant maintenant le suivi par ADN environnemental, donc il s'agit en fait de faire des prélèvements d'eau à partir de pompes. Et ces prélèvements est ensuite analysé, donc ils extraient l'ADN contenu dans l'échantillon pour ensuite le séquencer et en fait pour ensuite établir une liste d'espèces. Donc là en fait quand on fait là c'est parce qu'on a fait du métabarcoding sur ADNE, donc ça permet d'avoir une liste exhaustive des espèces en présence. Et après il y a d'autres méthodes, notamment des digital droplets, qui là est plus ciblée et c'est quand on veut identifier des espèces en particulier. Donc là nous on est parti sur un inventaire exhaustif. Donc les prélèvements il s'est effectué à partir de cas de figure, soit de la surface sur l'ensemble des sites à partir de 2 pompes, avec une filtration de 30 litres d'eau, et en profondeur, donc sur les sites qui présentaient une bathymétrie supérieure à 30 mètres, de manière en fait à mieux capter les espèces qui sont inféodées au substrat rocheux et plus au fond, quoi. On s'est basé sur la littérature qui avait bien mis en évidence le fait qu'il pouvait y avoir une différence de détection à partir d'une certaine profondeur. Donc pour mieux capter cette diversité, on a immergé une pompe. Donc le suivi en profondeur, il peut se faire soit à partir d'un plongeur, c'est ce qu'on fait habituellement, donc avec un plongeur et une pompe sous-marine qui réalise un transect sous l'eau, c'est ce qu'on peut voir en figure C. Mais dans ce cas de figure, on a immergé la pompe parce que pour des contraintes logistiques et notamment de personnel, on n'avait pas pu mobiliser de plongeur à ce moment-là. Et donc on a réalisé le prélèvement en profondeur en immergeant la pompe à partir de la surface via un boot. Donc, une fois les prélèvements d'eau effectués, donc ils sont fixés avec une solution tampon et ils sont ensuite envoyés au prestataire pour analyse. Donc là, le prestataire, c'était Spygen, qui nous envoie ensuite, quelques mois plus tard, la liste d'espèces qui ont été détectées.
Et ils ont aussi utilisé l'amorce Téléo, donc c'est une amorce qui est couramment utilisée pour les poissons et qui est reconnue comme plutôt fiable. C'est pour ça également qu'on a fait ce choix-là. Et on l'avait déjà également utilisé dans le cadre d'études précédentes. Sur les données de pêche mobilisées, donc c'est ce que je vous disais en introduction, on a mobilisé les données de l'étude réglementaire collectée par CETEC, donc qui ont été collectées donc en juin 2023. Donc là, j'ai mis un petit warning puisque la période d'échantillonnage n'était pas la même que la campagne que nous avons, nous, réalisée, qui était en septembre 2023. Donc, attention dans l'interprétation des résultats, mais ça, voilà, ça fait partie des choses qui seront bien mises en avant également dans le rapport pour qu'il n'y ait pas de confusion. Au niveau du matériel qui a été mobilisé dans le cadre des suivis de pêche expérimentale, donc ils étaient sur des filets trémailles et en immersion pendant 24 heures. Et les métriques collectées est évidemment le nombre d'individus, les différentes espèces, la taille et donc la biomasse associée. Donc par rapport à la campagne 2023, donc c'est une campagne qui a été mutualisée avec le suivi qu'on a également effectué dans le parc éolien de Saint-Nazaire, donc réalisé en septembre 2023. L'idée donc c'était d'avoir une stratégie d'échantillonnage qui couvre des sites à l'intérieur du parc et à l'extérieur. Malheureusement, on a eu quelques contraintes d'accès au site et on était également contraints par rapport à notre période de campagne, donc on n'a pas pu faire les sites à l'intérieur du parc éolien. Donc on a eu 2 stations qui étaient vraiment en périphérie proche, mais on a dû modifier la stratégie d'échantillonnage. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra aussi être vigilant sur les résultats qui seront présentés. C'est qu'on n'a pas une stratégie qui soit totalement contre l'impact, puisqu'on est finalement en limite proche du parc. Les sites d'échantillonnage qui ont été sélectionnés, donc ils répondaient à différents critères. La présence de substrats rocheux, l'idée étant d'avoir à l'extérieur des sites contrôle naturels et donc à l'intérieur à terme donc des substrats rocheux artificiels, et donc sur du long terme comparer ensuite l'effet des structures artificielles versus les substrats naturels. Donc ça, c'est pour un suivi plutôt long terme. Évidemment, c'est pas dans le cas de cette étude-là qu'on aurait pu le mesurer, étant donné que les éoliennes n'étaient pas encore implantées. Mais c'était vraiment pour se projeter dans une stratégie de surveillance long terme. Également, le paramètre relatif à la bathymétrie, pour avoir des sites intérieurs et extérieurs qui soient similaires. Un gradient côte large pour tenter de couvrir des pressions, des degrés de pression qui soient un peu différents entre la côte et le large, en partant du principe que le large est impacté par moins de pression anthropique du par sa distance à la côte, ce qui n'empêche pas qu'il y ait effectivement d'autres pressions qui s'exercent, notamment des pressions de pêche. Mais voilà. Et également, on a essayé de sélectionner des sites qui répondent également à des enjeux de gestion, que ce soit en lien avec la DHFF ou la DCE, voilà, des sites également qui sont concernés par des cantonnements de pêche. On a essayé de considérer plusieurs critères pour cette sélection de sites. Donc ici, c'est la petite carte qui représente les stations qui ont été choisies, qui ont été mises en œuvre finalement lors de la campagne en septembre 2023. Donc c'est ce que je vous disais, on n'a pas pu réellement aller dans le parc. Donc vous voyez, on a 2 stations, une au nord-est et l'autre au sud-ouest, qui sont à la limite proche du parc. Et ensuite, on a des stations qui sont dispersées, une très à la côte au niveau des Sables d'Olonne, ici au niveau du cantonnement de pêche, ici sur la zone d'atterrage. Et ensuite, on a des points autour du parc de Saint-Nazaire. Donc au final, on a 10 stations, 10 sites sur lesquels ont été déployées les bruves, et on a eu 12 sites sur lesquels il y a eu des prélèvements ADNE, donc en surface, et puis sur deux sites, on a eu des prélèvements en fond, puisque la bathymétrie était supérieure à 25-30 mètres. Donc cette campagne, elle a été réalisée à partir de l'Emerald Explorer, qui est le navire de la station marine de Dinard, donc un semi-rigide. Pour les résultats, on va commencer avec la partie méthodo, plutôt sur les bruves. Donc Lauriane, je te laisse. Donc pour la partie bruve, finalement dans les vidéos, donc 60 supports ont été immergés, 30 benthiques et 30 pélagiques. Et donc au total, seulement 45 paires de vidéos ont été analysées, donc exploitables, donc analysées. Donc ça a représenté 152 heures d'analyse, avec plus de 10 000 individus comptés issus de 16 familles différentes. Et donc quelques espèces non reconnues,
qui étaient essentiellement des poissons en limite de visibilité, donc avec uniquement la silhouette, donc difficile de l'identifier même à la famille. Donc ici, on a un petit lien pour vous emmener vers une vidéo qui reprend certaines séquences intéressantes justement de l'analyse de ces vidéos. Donc c'est, je sais pas s'il voit, vous voyez. Pour l'instant, on voit pas ta vidéo, on voit ta présentation là. Ah. Attends, je te laisse, je partage vite fait. Hop. Ouais. Ah oui, super. Donc là, on peut voir des bonites. Donc ici, une roussette. Donc on peut voir des tacos avec poulpe. Les poulpes qui viennent souvent à l'appât et qui peuvent rester plus d'1 heure. Donc avec des séquences aussi assez insolites comme la sèche ou le petit crabe nageur. Donc on a pu observer aussi baliste, mola mola. Et autres interactions intéressantes. Donc là, un congre qui déloge le poulpe. Et ensuite, un congre qui, lui, essaye de sortir la sardine de sa nasse. Et oui, et est-ce que ça repartage? On va être sûr. Hop. Ok. Donc l'analyse de ces résultats est encore en cours, mais on peut déjà aborder quelques résultats préliminaires, notamment concernant une question qui concernait l'optimisation de cette méthode Bruve. Donc d'abord, dans on va dire hardware, dans les réglages des caméras, on a fait des plongées supplémentaires pour tester d'autres réglages, pour voir si on pouvait améliorer la qualité de l'image et donc finalement la qualité de la donnée a posteriori. Donc on a testé différents obturateurs et ISO, mais également, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a testé différents angles de vue. Durant la campagne, on avait décidé d'utiliser un mode 4/3 linéaire, parce qu'on avait peur qu'un angle de vue plus large ait un effet de distorsion et puisse altérer la qualité des mesures. Mais finalement, les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux modes. Et donc, pour les prochaines campagnes, on privilégie plutôt cet angle de vue plus large, qui nous offre un angle de vue donc plus large pour voir les poissons, sans altérer la donnée derrière. Et donc, un deuxième test concernait la manipulation des caméras. Donc en fait, entre chaque immersion, on doit retirer la caméra du caisson pour pouvoir changer les batteries notamment. Et donc il y a plusieurs manipulations du support qui sont réalisées. Et on s'est demandé si ces manipulations des caméras pouvaient entraîner une altération de la calibration et donc également de la fiabilité des données de calibration et des mesures. Mais finalement, ces différentes manipulations de caméra n'impactent pas significativement les longueurs mesurées. Donc ce qui est plutôt bon signe et bien pour nous, étant donné que ça valide la structure de nos supports. Un deuxième volet concernant l'optimisation de la méthode, c'est donc ce temps d'analyse très conséquent. Comment le réduire? Donc ici, on peut voir un graphique qui reprend le temps de première apparition moyen des taxons qui ont pu être identifiés dans les vidéos, avec leur fréquence d'occurrence. Donc fréquence d'occurrence, c'est par exemple le taco a été vu dans quasiment 80% des vidéos analysées, donc vidéos plutôt benthiques. Et donc ce qu'on peut voir avec ce graphique, c'est que la majorité des taxons ont un temps de première apparition moyen inférieur à 40 minutes, et pour les taxons les plus occurrents, on est même en dessous des 30 minutes. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que dans un contexte de surveillance où on cible uniquement certaines espèces, ce temps de visionnage de vidéos pourrait être réduit? Mais donc pour répondre vraiment à cette question, il faudrait des analyses complémentaires. Et donc finalement, ce temps d'analyse de vidéos, il passe également par le choix des métriques et également le développement de l'intelligence artificielle qui permettrait de réduire considérablement cet inconvénient de la méthode. Donc comme je vous le disais, les analyses de données sont encore en cours pour répondre à certaines questions concernant la mise au point de cette méthode, mais également comparer
donc l'ADN environnemental, les bruves et également les pêches expérimentales pour analyser la complémentarité de ces 3 méthodes. Et on voudrait également représenter les différentes métriques en proposant donc un état initial qui serait pas vraiment un état initial, parce que comme l'a dit Marine, on n'a pas eu de points à l'intérieur du parc, mais on peut quand même faire une analyse par site. Voilà. Ouais, rapidement, du coup, c'était aussi l'occasion de faire un point sur les petites difficultés qu'on avait rencontrées au cours du projet, et notamment le fait, on l'a déjà évoqué, hein, les difficultés d'accès au site qui malgré la bonne mobilisation et la bonne volonté du GIS et du muséum, nous a pas permis d'aller échantillonner à l'intérieur. Donc ça, c'était quand même un point négatif qui, du coup, qui nécessite de prendre avec pincette les résultats qui vont être présentés et qui, comme l'a dit Lauriane, ne permettra pas de réaliser vraiment un état zéro, mais par contre permettra quand même en termes de méthode de proposer des choses très concrètes pour la suite. Donc voilà, il faudra peut-être plus accentuer sur ce volet-là. Également le décalage temporel entre les acquisitions de données de pêche expérimentale qui ont été réalisées en juin et notre campagne à nous qui a été réalisée en septembre. On n'a pas pu réaliser ces campagnes-là sur la période de juin pour notre part. Et de toute façon, côté pêche expérimentale, le calendrier était déjà calé bien en amont. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des petites limites de l'étude. Également la stratégie spatiale qui est différente puisque entre la pêche, l'ADN et les bruves, parce que l'ADN et les bruves ont été également déployés sur le secteur de Saint-Nazaire. Donc potentiellement, il faudra faire attention avec un effort, vu qu'il y aura un effort et une stratégie spatiale plus étendue, potentiellement un impact sur les espèces détectées. En fonction aussi des substrats qui sont présents sur ce secteur-là, on pourra potentiellement avoir plus d'espèces détectées liées du coup à cette couverture spatiale qui est plus importante. Également sur les données pêche qui ont été transmises, la base de données n'était pas totalement propre, donc en fait la collègue qui a travaillé dessus a passé aussi pas mal de temps à la remettre au propre avant de pouvoir l'exploiter, donc ce qui a généré un tout petit peu de retard sur la suite des analyses, et ce qui explique aussi qu'aujourd'hui on n'a pas forcément des résultats plus aboutis à vous présenter, mais ça viendra. Au niveau des productions qui sont prévues donc, dans le cadre du projet, donc il y a un rapport d'étude qui est prévu pour le mois de mai, donc qui sera diffusé au GIS et puis qui s'assurera également de le relayer auprès, je pense, de son réseau. Et c'est également un rapport que nous livrerons aux instances des CSMM, là pour le volet plutôt politique publique et justement pour le volet déploiement de méthodes à plus large échelle. Voilà, ça va être une forme de preuve de concept qui, à terme, devrait permettre de faire aboutir, d'apporter en fait des éléments pour aboutir ensuite sur une stratégie d'échantillonnage et une stratégie de déploiement de méthodes adaptées aux besoins aussi des politiques publiques. Sont également prévus donc un guide méthodologique du protocole Bruve ADNE. Donc ça, c'était pas prévu dans le cadre du projet EMIN, mais c'est prévu dans le cadre d'un projet connexe européen qui déploie également ces méthodes-là. Et en fait, tout ce qui a été fait dans le cadre des mines a été valorisé aussi, en termes de méthodologie, dans le cadre de ce projet-là. Et donc, ça donnera lieu à un guide méthodo qui sera également porté au niveau des instances des CSMM pour proposer justement des méthodes de suivi adaptées au peuplement de poissons récifaux. L'idée également, c'est de mobiliser ces données dans le cadre de différents projets qu'on mène nous également dans le cadre des politiques publiques à l'échelle de la façade, donc le projet Europefish, mais pas uniquement. On a d'autres projets en cours ou qui vont arriver et dans lesquels on souhaiterait mobiliser ces données-là pour avoir justement des données à une échelle plus importante et qui feront l'objet donc de communication orale lors de colloques et séminaires et également de papiers scientifiques. Voilà. Et après sur le volet bancarisation, donc il y a également des discussions en cours sur la bancarisation des données ADNE. Là, c'est quand même un sujet assez essentiel et porté au niveau national également pour rendre un peu public pour mettre à disposition et rendre public ces données-là. Donc, il y a aujourd'hui des réflexions qui sont portées côté Patrinat pour proposer des standards de données et permettre des bancarisations de ces données. Et également sur les bruves, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel type de données est-ce qu'on bancarise ? Est-ce que c'est la vidéo dans tel ou est-ce que c'est de la donnée déjà travaillée ? Donc voilà, il y a des réflexions qui sont en cours, qui ne sont pas abouties, mais c'est un vrai sujet, notamment lorsque on cherche à déployer
des méthodes qui s'inscrivent dans le cadre des politiques publiques. Il y a aussi une obligation de mise à disposition de la donnée. Et donc, ce volet bancarisation, c'est aussi un sujet important. Évidemment, si les données collectées dans le cadre du projet EMIN sont ensuite mises à disposition sur des bases de données publiques, évidemment, on s'assurera d'avoir l'accord du GIS avant de les publier. Mais voilà un petit peu les objectifs et les valorisations envisagées dans le cadre du projet et au-delà. Et ben, merci à vous. Et ben, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Merci. Alors, dans un premier temps, je ne vois pas de questions. Après, c'est vrai que c'était une présentation plutôt méthodologique. Alors, c'est toujours... Ouais. voilà, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait déroché l'ensemble des données, justement, Bruve. Donc, la prochaine présentation à l'issue du projet devrait être plus captivante. Mais cela dit, c'est quand même c'est un travail qui est non négligeable. Enfin, la partie méthodo, c'est quand même un volet qui prend beaucoup de temps et qui est essentiel lorsqu'ensuite on veut proposer des méthodes dans un cadre plus large que uniquement un projet de R&D. Enfin, uniquement, c'est pas pour réduire l'impact du projet, mais voilà, c'est... Moi, j'ai une question technique au niveau des caméras. Quelles sont les limites pour pouvoir les poser en termes de profondeur? Parce que à l'avenir, apparemment, les parcs éoliens qui seront construits seront de plus en plus au large. Et donc, jusqu'à quelle profondeur vous pensez que ce type de système de caméra pâtée serait efficient? Est-ce qu'il y a une limite même ou pas? Voilà. En termes de propriétés physiques, tout dépend du caisson de la caméra. Donc là, sur les caissons des GoPro, c'est des caméras qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres de profondeur, par exemple. Et après, plus on va profond, moins on a de lumière. Donc il faut s'assurer aussi d'avoir une source lumineuse sur le support pour pouvoir voir les poissons à la caméra. Mais sinon, en fait, 100 mètres de fond, elles peuvent très bien être déployées. Après, ouais. Après, c'est des questions plus sur le déploiement. Parce que là, par exemple, pour nos systèmes de Bruve, donc la caméra était comment dire, le support était déployé en mer, relié à un boot et une bouée qui permettait donc de déposer le support, de mettre les autres et de revenir le chercher plus tard. Donc, si on voudrait déployer ce type de support plus en profondeur, il faudrait peut-être revoir cette méthode de déploiement parce que je suis pas sûre qu'un bout de 200 mètres, ce soit la bonne option. Il y a Cédric qui a une question. Oui. Cédric Bacher à nouveau, merci. Oui, les 152 heures dont vous avez parlé, c'est des heures d'analyse ou c'est les heures d'analyse, hein? Et donc, en heures de film réellement, c'est une vingtaine, c'est ça? Et donc, donc, au total, 45 paires de vidéos ont été analysées. Et sur ces vidéos, donc, au minimum, 1 heure de vidéo a été visionnée. Donc, on peut compter au minimum 45 heures de vidéo. Parce qu'en fait, on annote sur une seule vidéo, la vidéo gauche. Donc, pour 5 heures de vidéo, 152 heures d'analyse. 45 heures de vidéo, ouais. Voilà. Pour 5 heures de vidéo? Pour 45 heures de vidéo, 152 heures d'analyse. Il y a un facteur 4 presque. Oui, et pour les vidéos... C'était juste parce que je n'étais pas sûr d'avoir bien compris les 152 heures. Mais après, ma question, elle est plus... Enfin, j'ai une autre question qui est plus... on a bien vu avec l'exposé précédent que là, on s'intéressait à de la présence, de l'occupation en fait de l'espace sur des longues durées. Et là, on parle de mesures quasiment instantanées, ou en tout cas sur des très courtes périodes, hein, de quelques heures. Si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire que vous déployez les caméras et vous les laissez quelques heures et vous les reprenez après, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, comment intègre-t-on le fait qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent jouer aussi sur la présence-absence et la distribution des espèces?
on a vraiment là une vision, vraiment, je fais le contraste hein, entre les deux exposés. On a une vision quasi instantanée d'un côté, dans ce que vous proposez là, et puis une vision plus intégrée dans le temps de l'autre avec la télémétrie acoustique. Donc ça, je trouve ça super intéressant, mais je me dis qu'il y a énormément de questions. Et est-ce qu'on peut combiner d'ailleurs les deux approches pour essayer d'avoir des réponses précises en termes de diversité d'espèces, mais ça reste instantané. Et comment on peut comparer ça à quelque chose de beaucoup plus ciblé sur quelques espèces marquées, mais qui permettent d'intégrer du comportement à large échelle et sur de longues durées. C'est vrai qu'il y a déjà effectivement le besoin d'avoir des séries de données sur des temps relativement longs pour pouvoir un peu évaluer la variabilité qu'on peut avoir annuelle ou même interannuelle. Donc ça veut dire avoir un effort d'échantillonnage plus important, peut-être même à raison de plusieurs saisons par an. Et ensuite, effectivement, le fait de croiser avec des données environnementales, avec des travaux de modélisation qui permettent justement de faire le lien entre la réponse d'une métrique face à une donnée environnementale en particulier. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est mettre en lien ces variables environnementales, avec aussi également, si possible, les variables anthropiques qui peuvent exister, enfin les pressions anthropiques, pour justement voir comment nos communautés de poissons récifaux y réagissent en fonction de la variabilité des facteurs naturels. Et c'est ça qui nous permettra ensuite, sur le long terme, de mieux comprendre finalement l'effet de l'impact anthropique versus l'effet naturel lié aux variabilités naturelles, quoi. Mais il y avait Lydie qui voulait peut-être compléter. Oui, désolée, je peux pas remettre ma caméra. Je voulais juste compléter aussi pour dire qu'en fait, on travaille aussi à montrer un peu la complémentarité des méthodes dans le cadre d'un autre projet, Mermaid. Donc là où on fait de la télémétrie acoustique. Bon, là, on est vraiment sur une structure, une fondation, où on essaye de regarder la télémétrie acoustique, mouvement à très fine échelle autour de cette fondation qui a aussi des protections anti-affoulement. Et on met en place les méthodes que Marine expose. Donc, on travaille aussi avec Patrinet sur de l'ADN environnemental. Les suivis halieutiques du parc. On va essayer de mettre en place de l'éco-sondage aussi autour de cette structure. Et en fait, déjà, vous montrer, essayer de dérisquer un peu les méthodes et montrer un peu comment on arrive à articuler des données qui sont de sources différentes pour arriver à des réponses. Voilà. Et en fait, je voulais aussi dire, les données mines, en fait, grâce au projet que Marine a piloté, ça a pu contribuer aussi au lot 5 de Fischoff. Et il y a eu aussi un rapport dans ce cadre-là qui va être disponible, qui était disponible au consortium, donc qui sera diffusable au JCMI. Voilà, de ces résultats aussi, pour mener cette réflexion justement sur comment on arrive avec des méthodes qui sont vraiment différentes et qui ont différentes approches, on peut répondre à des grandes questions. Et on ne va pas répondre tout à fait à la même question. Enfin, disons que ça va. En fait, la méthode va dépendre de la question qu'on se pose. La télémétrie, ça va être hyper intéressant pour des espèces très mobiles, comme des élasmobranches, par exemple. Alors que nous, nos méthodes qu'on va déployer plutôt sur des substrats durs pour suivre des peuplements de poissons récifaux, ça ne va pas du tout être adapté pour le suivi des élasmobranches. Donc, en fait, c'est aussi la complémentarité. Elle va être aussi par rapport au type de données qu'on va pouvoir collecter sur différentes communautés ou individus, ou espèces, quoi. Donc, c'est aussi ça. La complémentarité, elle se trouve en fait à différents niveaux. Et j'ajouterais même que la vidéo, etc., permet aussi de suivre des juvéniles, des stades de vie que la télémétrie ne permet pas aussi d'observer. Et qui permettent aussi peut-être d'interpréter ce qu'on observe en télémétrie. Si par exemple, on parle des élasmobranches, on observe plein de capsules au final dans la zone avec de la vidéo, des observations directes. On peut peut-être se dire que les animaux qui semblent être résidents autour, potentiellement, on a un habitat de reproduction. Voilà, c'est... Merci pour vos retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer le webinaire? Oui, Thierry Dutin, plongée. Voilà, je mets mon micro. Oui, je suis particulièrement touché par ce système-là. Et effectivement, ce sont deux projets qui sont très complémentaires. Et je pense que ce projet, avec ses immersions de caméra,
Ça a été fait déjà sur les anciens récifs qui avaient été mis au large de l'île-Dieu. C'est un moyen qui est relativement, je dis bien relativement, aisé, sans parler jusqu'au comptage et la précision qu'on a vu là, mais de pouvoir suivre un petit peu, que ce soit des herbiers, des récifs, des herbiers de laminaires, etc. Et je pense que ça peut être effectivement une application qui peut être pérenne derrière pour aider tous les accompagnements de suivi de notre milieu sous-marin. Tout à fait. Et ben, c'est un peu ce sur quoi on travaille, nous, c'est proposer des méthodes justement qui permettent de suivre sur du long terme les poissons dans les milieux côtiers. Et justement, on propose des méthodes qui, en fonction des contextes environnementaux, en fonction enfin, voilà, qui vont être adaptées à chaque secteur. Enfin, par exemple, quand on est en Méditerranée, typiquement, bon, on a une bonne visibilité, donc bon, on peut facilement réaliser des comptages visuels en plongée sous-marine. Par contre, quand on va se trouver en Manche ou alors dans les secteurs plus turbides, même dans les secteurs de Hull-Armoutier, finalement, on est quand même assez turbide aussi. Et ben là, pour le coup, les bruves appâtées ont une réelle pertinence par rapport à de la plongée sous-marine, quoi. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à proposer des méthodes qui soient complémentaires et déployer celles qui sont plus appropriées par rapport aux questions qu'on se pose et au contexte environnemental dans lequel on se situe. C'est beaucoup moins perturbant. Alors, l'eau est claire quand même chez nous, hein, de temps en temps. Hein. Il y a eu 4 images qui étaient bon, un petit peu troubles, allons-nous dire. Mais il y a certainement beaucoup moins de perturbations que le fait d'avoir un plongeur qui descend, même avec une vidéo, pour faire du comptage et pour pouvoir étudier donc, sur les récifs. Eh bien, merci à tous pour vos réactions. Merci à Marine Delesalle et à Lauriane Guérin pour leur présentation. Merci à Lydie Couturier. Merci à tous. J'en profite pour vous indiquer que ce type de format, nous le referons environ à l'échelle du mois. Le prochain sera dédié, alors justement en transition avec ce qui a été dit, sur des projets d'études des récifs artificiels qui sont aussi financés par le JC Mines. Et donc, rendez-vous au courant du mois d'avril pour refaire le même type d'exercice. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Merci à Nicolas. toi. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne Merci. soirée. Au revoir.